Bonsoir à tous, bienvenue. J'espère que vous m'entendez bien. Vous pouvez juste me mettre avant qu'on commence un petit message pour ceux qui peuvent, pour me dire qu'ils m'entendent bien. Ceux qui, ceux qui ont la possibilité, je vous propose plutôt d'être sur ordinateur que sur téléphone parce je vais diffuser des choses écrites un peu en petit des fois. Donc sur ordinateur, ça sera mieux. Benoît, tu me dis quand tu m'as rendu la main que je puisse diffuser l'écran. On va attendre quelques minutes. Il y a un petit sondage auquel vous pouvez répondre en attendant, si vous le voulez bien. Parfait. Hop. Donc, bonsoir tout le monde, pour ceux qui n'étaient pas encore là. Je vous laisse encore une petite minute pour arriver, ceux qui ne sont pas encore là, et puis pour répondre au sondage. Et puis ensuite, on pourra commencer pour la session de ce soir. Je ne sais pas si certains avaient déjà été là les sessions précédentes avec moi ou avec mon collègue qui a fait un webinaire la semaine dernière. Bon, on va commencer. Normalement, vous devriez voir à l'écran en grand mon PowerPoint et en petit ma caméra. S'il y en a qui veulent sur les téléphones, vous pouvez, je pense, switcher de l'un à l'autre, ou sur l'ordinateur, vous pouvez séparer l'écran en deux ou agrandir quand vous voulez lire des trucs un peu plus grands. Et normalement, ça devrait le faire comme ça. Donc, on va ce soir discuter de la prise en charge post-rupture du ligament croisé. Donc là, on parle principalement du ligament croisé antérieur, même si pour ce dont je vais parler ce soir, ça peut concerner les ligaments croisés postérieurs, ça ne pose pas vraiment de problème. On peut transférer avec, bien sûr, suivant les consignes chirurgicales, on changera les dates des phases, mais après, sur les exercices et sur les différents tests qu'on pourra faire, ça pourra tout à fait s'adapter. Pas sur les mêmes timings, mais tout à fait possible d'adapter sur du ligament croisé postérieur. Donc, je vais d'abord me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas ou qui n'étaient pas là sur les sessions précédentes, parce qu'on en a fait 2 déjà. Est-ce que ça marche ça? Hop. Ok. Donc, Paulin Mitève, c'est moi. Je suis kinésithérapeute spécialisé dans le sport. J'ai une expérience surtout dans les clubs sportifs, dans le milieu du hand, du rugby, du foot. Le dernier club en date où j'ai été et où je suis toujours actuellement, c'est le Rugby Club Massy-Essonne, qui a évolué en Pro D2 en Fédéral 1. Donc j'étais à temps plein là-bas, ce qui m'a donné pas mal l'occasion de côtoyer les sportifs et d'avoir du temps pour développer ma pratique dans le milieu sportif. J'ai toujours gardé une activité libérale à côté, dans des cabinets plutôt adaptés à des sportifs aussi. Je suis aussi formateur en IFMK à la PTCP Trière. Je donne des cours en tant qu'intervenant extérieur. Je fais ça une dizaine de fois dans l'année. Donc voilà pour mon parcours professionnel. J'ai aussi, certains connaissent peut-être, créé une chaîne vidéo pour partager un peu mes expériences, exercices ou conseils pour mes patients. Ça depuis 5 ans à peu près. Et puis, je suis aussi consultant pour K-Invent pour les aider à développer leurs produits. Donc voilà. Mon dernier projet en date, c'est les photos que vous pouvez voir. C'est un projet qui s'appelle Clean Alliance Sport. Donc c'est un centre de rééducation à Villiers-sur-Orge qui a pour but de recevoir des sportifs professionnels
Donc, on a essayé d'adapter la salle, les locaux et le matériel à l'exigence du sport de haut niveau. Et la prise en charge voilà, se veut vraiment d'élite. On essaie de créer quelque chose de vraiment très intéressant pour eux au niveau de la prise en charge kiné, préparation physique. On y a aussi des ostéos, nutritionnistes, podologues sur place. Et on fait la prise en charge post-opératoire de la réathlétisation. Voilà. Pour le dernier projet en date, vous verrez pas mal d'images ce soir qui ont été tournées là-bas de toute façon. Voilà. C'est toujours bon de ne pas regarder les commentaires. Tout le monde m'entend bien, me voit bien. Le son n'est pas top, une sorte d'écho. Est-ce qu'il n'y a que pour Stéphane que ça fait un écho ou il y a un souci de son pour les autres aussi? Attends, juste voir. Ok, bon. Bon, je continue. Les objectifs du webinaire de ce soir, ce sera de donc, discuter autour de la planification. Hop là. De la planification de la rééducation du ligament croisé antérieur, de vous présenter des tests un peu spécifiques que moi j'utilise, mais aussi de parler des tests classiques qu'on peut avoir habituellement. Ah, il fait aussi un écho. Okay, je suis désolé pour ceux qui m'entendent mal. Attends, j'ai désactivé le son sur les autres appareils. Donc, ouais, de parler des tests que j'utilise, de parler des tests un peu plus classiques que tout le monde connaît, ou si vous ne connaissez pas, pour les découvrir, mais aussi de présenter des exemples d'exercices, principalement utilisés avec un dynamomètre, dans les différentes phases. Donc forcément, ça sera, on va survoler, je vais approfondir certains points et survoler plus d'autres, parce que je ne peux pas non plus, en une heure et demie, parler de tout ce qu'on fait pendant une rééducation des croisés, qui est une rééducation très, très complète et très longue surtout. C'est quasiment la blessure sportive la plus longue à rééduquer, donc on a énormément de contenu à traiter là-dessus. Donc j'ai fait des choix sur les tests, sur les exercices. Après, on aura le temps d'en parler à la fin pour ceux qui veulent rester et qui ont des questions à poser. Voilà. Hop. Alors, juste rappel rapidement au point de vue anatomie et des différentes opérations pour ceux qui n'ont pas fait ça depuis longtemps. Mais normalement, c'est vraiment du classique de la révision. Là, ce qu'on retrouve principalement en centre de rééducation au cabinet, donc opération DIDT ou DT4. On part plus maintenant sur des DT4 que sur des DIDT. Enfin, pour ma part, ce que je reçois plus, ce sont des DT4. Donc, prélèvement de greffon au niveau des ischios, et tunnel osseux ensuite pour remplacer le ligament croisé antérieur, ou KJ, prélèvement au niveau du tendon rotulien avec un petit bout d'os sur la rotule et sur la TTA. Et pareil, on replace au niveau du LCA. Petite particularité, peut-être ceux qui en voient un peu moins souvent. Moi, je vois de plus en plus, là je travaille beaucoup avec l'hôpital privé d'Antony, et les chirurgiens là-bas utilisent de plus en plus le renfort latéral type le MER. Ça donne des grandes cicatrices au niveau du TFL, sur la partie basse du TFL. Et donc pour ceux qui connaissent peut-être mais qui ne savaient pas exactement en quoi ça consistait ou qui ne connaissent pas du tout, donc ils gardent l'attache basse du TFL au niveau du tibia. Ils retirent une assez longue bandelette de fibres, ils creusent un tunnel sur la partie externe du fémur, ils passent sous le ligament collatéral externe. Ils passent dans ce tunnel, ils en ressortent et ils reviennent à leur point de départ au niveau du tibia. Et le but, c'est vraiment de contrôler la rotation du tibia, la rotation interne du tibia, et ça renforce un petit peu le compartiment externe. Donc voilà. Après, moi, je n'ai pas un retour sur 10 ans sur cette opération-là. Il y a quand même, je trouve, pas mal de conséquences au niveau de la rééducation, notamment au niveau des douleurs cicatricielles sur le TFL et sur le compartiment externe. Et après, au niveau des récidives ou de la stabilité, je pense qu'on aura plus de visibilité dans quelques années. Pour l'instant, je n'ai pas eu de rechute à mon échelle, mais ça reste un très petit contingent de patients par rapport à la globalité de cette opération-là. Donc, pour l'instant, plutôt satisfait, même si effectivement, ça apporte d'autres douleurs par rapport
un KJ ou un DT4 simple. On va partir sur la planification globale. Donc là, pour ceux qui ont des petits écrans, il va falloir pisser un peu les yeux. De toute façon, on ne va pas rentrer en détail de tout ce qui a marqué. C'est une infographie, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est Christophe Dafuriella qui me l'a autorisé à l'utiliser, que je trouve très bien faite et qui correspond dans toutes les lignes à la façon dont je travaille. Après, peut-être certains ont d'autres critères de transition sur les différentes phases. Je vais la détailler oralement un petit peu pour ceux qui la voient peut-être un peu moins bien. Hop. Donc en gros, vous avez 3 grandes phases, en rouge, en jaune et en orange. Avec dans chaque phase, là c'est détaillé, vous pourrez retrouver sur le Facebook Live toutes les images du webinaire, donc si vous voulez lire un peu plus en détail. Et puis Christophe les a diffusées aussi sur les groupes de kiné. Donc ça, vous pourrez retrouver dessus. Donc la première phase d'hospitalisation est subaiguë, donc c'est de 0 à 2 semaines, où principalement donc, les objectifs seront de travailler sur l'inflammation post-opératoire, retrouver des amplitudes suivant les consignes opératoires, mais au moins une extension complète et 90 jusqu'à 110 degrés de flexion. Je reviendrai après plus en détail sur les différentes phases. La deuxième phase où on est plus sur du fonctionnel, du renforcement pour aller vers tout ce qui va être dynamique, saut, course, etc. à la toute fin de cette phase-là. Et la dernière phase qui est une phase de réathlétisation. Et pour passer de chaque phase de l'une à l'autre, il faut valider un certain nombre de critères. On essaie d'être le plus objectif possible. Et si on ne valide pas ces critères, on considère qu'on ne peut pas vraiment passer d'une phase à l'autre. De toute façon, ça se fait naturellement par la douleur, qui est le meilleur moyen de cibler la phase dans laquelle on est et les capacités du patient. Par exemple, sur la première phase, pour passer de la phase rouge à la phase jaune, il faut vraiment avoir une grosse diminution de l'épanchement, une extension passive complète, une bonne mobilité de la fémoro-patellaire et un contrôle actif pour le squat du quadriceps. Pareil pour le milieu de la phase 2, la phase en jaune, on essaye d'avoir des amplitudes correctes en passif et en actif, donc au moins 90 degrés en actif, en passif, ne plus avoir de boiterie à la marche, plus d'épanchement et pas de douleur. On progresse comme ça sur les différentes phases de la phase 2. La bonne mobilité en flexion, extension, rotation médiale, voire quasiment complète en flexion. Un épanchement minime, des douleurs minimes, acquisition de la course et des sauts bipodaux. À partir du 3e mois, on commence à arriver sur ces phases-là. Puis à partir entre le 3e et le 4e mois, c'est vraiment, on exige une mobilité complète en actif et en passif. Et les tests fonctionnels, on verra plus tard, qui sont validés. Pour passer ensuite à la phase de réathlétisation, où là on passe plutôt sur des exercices pliométriques, de la course plus rapide, des exercices spécifiques qui reviennent vers un retour à l'entraînement, qui sera donc la dernière phase, pas forcément gérée par les kinésithérapeutes, sauf pour ceux qui ont la chance de travailler en club. Donc voilà pour ce déroulé rapide là, sur les différentes phases de la rééducation des ligaments croisés. Encore une fois, vous pourrez retrouver ce schéma si vous intéresse sur les différents réseaux. Hop là. Donc, si on résume les différentes phases, on a des objectifs par phase qu'on va devoir travailler et des tests qui nous permettent de déterminer si oui ou non on peut passer à la phase suivante. Et donc, ce schéma-là, il reprend la phase d'avant, mais c'est vraiment pour nous aider à prendre des décisions sur l'évolution du patient, avec des tests qui nous donnent des données objectives ou subjectives, suivant la qualité du test, suivant ce qu'on recherche exactement, et surtout suivant les possibilités qu'on a de tester. Sur les tests objectifs, on va partir sur la phase numéro 1. On recherche donc une extension passive. Donc on va détailler maintenant phase par phase pour rentrer plus en détail. Si vous avez des questions et que vous voulez revenir sur un des deux schémas qui est avant, on pourra y revenir. Là, je vais d'abord commencer par détailler la phase 1 oralement, et puis je vais vous mettre en pratique certains tests que j'utilise ou certains exercices que je fais faire à mes patients sur ces phases-là.
notamment avec l'utilisation de capteurs ou de dynamomètres pour aider sur le biofeedback. Donc, pour la phase numéro 1, voilà, j'ai un peu agrandi pour ceux qui n'avaient pas la possibilité de lire. Donc, phase numéro 1, de 0 à 14 jours, donc les 2 premières semaines post-chirurgie. Objectif, là, donc c'est aller dans la case grise, c'est de récupérer une extension passive, d'avoir une flexion passive autour des 100 degrés. Le stroke test, c'est le test d'épanchement articulaire. Donc un stroke test à 1+, et une capacité active d'extension grâce au quadriceps d'extension du genou jusqu'à 0 voire 5 degrés. Donc ça, c'est nos objectifs sur la phase 1. Et donc j'essaie de vous détailler là, moi, d'abord des exercices que je fais à mes patients pour atteindre ces objectifs-là, en utilisant du coup un capteur sans actif. Le premier test que je vais vous montrer, c'est un test, donc, enfin c'est pas un test, c'est un exercice pour faire travailler l'amplitude et d'avoir un biofeedback pour le patient qui va voir en direct en fait son amplitude évoluer, soit sur l'extension, soit sur la flexion. Donc je vais passer là derrière et je vais me connecter sur ma tablette. Je vais vous faire voir en gros l'application et le matériel que j'utilise pour cet exercice-là, qui est très simple, qui est juste du contrôle actif ou actif aidé. Je vais vous montrer d'une certaine façon parce que là je suis chez moi, mais après je vais vous expliquer qu'on peut l'adapter à plein de situations différentes. Donc je vous fais juste le transfert sur la tablette et on part juste sur le premier exercice, travail d'extension ou de flexion avec donc un capteur qui va nous donner en direct l'angle et qui va donner donc la possibilité au patient de faire évoluer l'angle et donc d'aller chercher les objectifs qu'on lui a donnés en séance. Alors, je vais vous partager l'écran de ma tablette. Hop. Et on va se déplacer. Donc l'application que j'utilise, ça s'appelle K-Force. C'est donc une application qui se connecte à différents outils de calcul, soit des dynamomètres, donc soit là c'est un capteur de mouvement. On va aller sur mon profil à moi. Donc là, je me compare sur un exercice, vous vous déplacez, vous me dites si vous me voyez bien après sur les différents exercices. Je vais le derrière là. Donc là, on va partir sur un premier exercice juste de travail de contrôle moteur et d'extension. Tout simplement sur un patient en début de rééducation, vous pourrez le faire de différentes façons. Je peux lui demander soit donc de glisser au sol et de travailler son extension, sa flexion, soit avec un skate. Je l'utilise aussi avec un gros ballon que je mets sous le pied. Là, je vais vous le montrer. On imagine que le patient a déjà la possibilité de contrôler en chaîne ouverte. Ce n'est pas le tout début de rééducation, mais ça peut quand même être dans la phase 1 si par exemple c'est un DT4 qui n'a pas de douleur au niveau du tendon rotulien. On peut imaginer qu'il peut le faire en chaîne ouverte, donc on va le faire de cette façon-là. Et le but de l'exercice sera d'aller chercher l'extension complète en actif, juste contre pesanteur, donc sans charge. Donc j'utilise un capteur de mouvement que je vais mettre sur mon tibia. Là, je choisis de le mettre, je prends ma tête de fibula et je vais le mettre 2 travers de doigts en dessous. Je vais venir accrocher le capteur ici, comme ça. Impeccable. Il faut juste qu'il soit bien dans un plan sagittal. Et donc, je vais faire cet exercice-là en direct avec vous. Donc, le principe, c'est qu'une fois qu'on est rentré dans l'exercice, on peut choisir le nombre de répétitions, la durée de chaque répétition et la durée du repos qu'on veut faire. Et donc là, on va partir sur cet exercice-là en extension. Donc, pour calibrer ma position de départ, il faut que je choisisse vraiment un angle à 90 au niveau du genou pour que quand je finisse, il ait fait 90 degrés d'extension. Donc là, je pars à 90 degrés de flexion. Je vais lancer l'exercice. Et donc, on va imaginer que je viens chercher l'extension. Au début,
Voilà, j'ai que par rapport à la position 90, j'ai que 50 degrés d'extension. Et au fur et à mesure des répétitions, je peux demander à mon patient d'aller chercher de plus en plus loin. Voilà, je vais aller chercher 60 en fonction de sa douleur et de ses capacités. On peut aller chercher de plus en plus loin. Voilà, 70. Vous n'hésitez pas à me mettre des petits commentaires si vous ne voyez pas bien ou si ça, le live ne marche pas bien. Parce que de mon côté, moi, ça marche, mais hop, je vais chercher 80. Donc là, j'ai programmé 10 répétitions. J'ai laissé 5 secondes à chaque fois pour faire le mouvement. 3 secondes de repos entre chaque. On va essayer d'aller chercher 90. Voilà. Donc bien sûr, hein, il faut contrôler que le patient ne va pas élever le fémur de la chaise ou de la table. Et ça lui permet voilà, d'avoir un retour en direct, même une motivation s'il y a des difficultés. Après, sur cet exercice-là, là, je le fais en mode dynamique, mais je peux très bien travailler sur du statique et lui demander de maintenir la position à un angle particulier pendant un certain temps si je choisis de travailler sur de l'endurance plutôt. Il reste 2 répétitions. La dernière. Donc là, je vous ai fait une évolution un peu rapide, hein, évidemment. Ça ne serait pas passé forcément comme ça. Ensuite, je change de côté et j'ai la même chose, je peux faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc voilà pour le premier exercice que je voulais vous montrer. Moi, c'est un moyen que j'ai à la fois d'évaluer mon patient en direct pour me permettre de savoir ou pas s'il y a un souci dans l'évolution de ma pathologie et aussi de motiver mon patient sur la première phase parce qu'on sait que c'est une phase qui est assez douloureuse, assez compliquée. Et donc d'avoir cet outil-là, c'est assez intéressant pour cette possibilité-là. Donc, deuxième facteur qui est important à part l'amplitude sur cette phase de travail, c'est de travailler sur le contrôle moteur, notamment, on sait que le quadriceps est souvent difficile à réveiller sur cette partie-là. Donc, on peut utiliser l'électrostimulation, des exercices de levée de sidération. Et j'utilise moi donc des levées de sidération et un dynamomètre comme biofeedback qui me permet aussi d'avoir une aide pour le patient. Ouais, je peux changer. Il y a une question qui est donc changer de côté pendant l'interrogation. Bah, je peux changer de côté, ne serait-ce que pour que le patient se rende compte de l'autre côté de l'amplitude qu'il a, des sensations. Après, je ne fais pas forcément autant de répétitions de l'autre côté. Mais ça peut très bien être un exercice pour des membres sains. Donc, si par exemple je mettais des poids ou un gros élastique, je peux très bien utiliser cet exercice en renforcement musculaire. Alors là, je n'ai pas annulé l'autre côté parce qu'effectivement, en début de rééducation, on va le faire principalement du côté opéré. Mais c'est possible d'arriver sur des exercices de renforcement musculaire où on demande d'aller chercher une certaine amplitude. Donc, on a la possibilité de faire des deux côtés. Si j'ai répondu à la question, il y avait d'autres questions. Alors, il y a une question sur la part du travail actif d'extension en chaîne ouverte et chaîne fermée par rapport aux contraintes sur la plastie. Ce que je disais au début, c'est que je peux le travailler en chaîne fermée au début. Et une fois que j'ai une co-contraction qui est maîtrisée, je peux le travailler en chaîne ouverte comme ça pour commencer à travailler sur des contraintes sur le tendon rotulien en chaîne ouverte parce qu'il en a besoin aussi. Mais le même exercice, je peux le faire en chaîne fermée, c'est ce que je disais, ou en chaîne semi-ouverte, en faisant glisser le pied au sol au début, ou sur un skate, ou sur un ballon. Donc ça, c'est exactement le même, c'est juste que là, chez moi, c'est un peu plus compliqué de vous montrer ça, parce que j'ai pas de skate à disposition. Donc je voulais montrer en chaîne ouverte. Mais effectivement, dans la progression, le même exercice, je peux le faire en chaîne semi-fermée, ou je peux le faire sur une presse. Il y a plein de possibilités d'évolution là-dessus, sans souci. La zone grisée. Alors, je vous montre du coup, deuxième exercice que je voulais vous montrer là, c'est l'exercice que tout le monde connaît, c'est l'écrase coussin. Mais là, on va le combiner du coup avec un dynamomètre de pression que je vais tout simplement glisser sur le coussin pour avoir un retour sur la force que le patient est capable de mettre. Donc moi, ça va me permettre de voir s'il y a une évolution là-dessus.
et si c'est maîtrisé facilement, de passer rapidement à autre chose, parce que c'est compliqué d'évaluer souvent, à part en mettant sa main dessous, mais on ne va pas passer toute la journée avec la main sous le genou. Et là, ça me permet d'enregistrer et de voir s'il y a une évolution sur la force qu'il est capable de mettre sur les grasse-coussins. Donc, même principe, sauf que là, je vais utiliser un dynamomètre comme ça. Je vais juste vous emmener pour me mettre sur la table. Je pense que ça va bien là. Donc le dynamomètre est là, je vais le placer sur ou sous le coussin. Je vais m'allonger ici. Hop. Et je vais aller chercher dans ce que j'ai programmé un exercice des grasse-coussins. Ah ouais, je vais me le créer. Donc là, je vais créer un exercice des grasse-coussins. Pour le membre inférieur. Et on va chercher du coup à avoir un retour sur cet exercice simple. J'ai possibilité, comme je vous disais tout à l'heure, de le travailler soit en endurance, soit en évaluation de la force max ou de l'amplitude max quand c'était l'amplitude. Donc là, on va essayer de le travailler en endurance. Donc, par exemple, je peux déterminer que je veux qu'il maintienne la contraction pendant 6 secondes, 10 secondes, 20 secondes. Ça, c'est à votre convenance. Et il y aura un certain nombre de répétitions. Donc là, pour pas que ça dure trop longtemps, je vais le faire que sur 6 secondes pour vous montrer le principe. Donc, je viens m'installer ici. Forcément, il faut que je calibre le dynamo sans avoir mis de poids dessus, juste le poids du coussin. Et je vais lancer l'exercice. Je m'allonge. Donc là, ça sera pour la co-contraction. Il y en a qui posaient la question tout à l'heure. Ça sera avant de pouvoir faire de la chaîne ouverte, comme je vous l'ai montré. On peut travailler sur cet exercice-là pour bien réveiller le quadriceps en co-contraction. Donc, je maintiens bien le talon enfoncé. Je ne sais pas si vous voyez bien. Si, c'est bon, je pense. Je maintiens bien le talon enfoncé, je relève la pointe du pied et je vais venir écraser le coussin ici. Voilà. Et là, je vais avoir en direct. Du coup, j'ai l'impression que ça ne marche plus là. Vous m'avez en direct? Ah non, c'est en décalé du coup. Voilà, vous allez avoir la courbe qui s'est passée en direct là. Je vais la refaire sur la seconde. Je pense que vous allez peut-être l'avoir plus en direct. Voilà, là ça marche. En direct, ma contraction en écrasant. Et je relâche. La connexion réseau n'a pas l'air terrible. Je suis désolé pour ceux qui voient tout en décalé. Je vais faire une troisième répétition. Et là, encore une fois, j'ai possibilité de gérer mes exercices. Là, j'ai oublié de changer, de mettre que d'un côté ou que de l'autre côté. Et vous avez la possibilité de gérer vos exercices pour le faire que d'un seul côté, de des côtés ou comme vous avez envie. Hop là. J'ai vu qu'il y avait des messages qui s'étaient affichés. Donc ça, on est toujours sur la phase numéro 1. Donc on a parlé de 2 objectifs principaux pour la phase numéro 1 qui sont donc de... Hop là, on était où? On était là. Qui sont les amplitudes, le contrôle moteur. Et le dernier objectif en phase numéro 1, c'est l'hypertrophie. Une fois que le muscle s'est réveillé, on va essayer de ne pas faire perdre de masse musculaire au quadriceps ou aux ischio-jambiers, voire d'essayer de lui en faire regagner rapidement. Alors, je regarde juste les petites questions qu'il y avait. L'écrase-coussin n'est-il pas délétère et surtout pas fonctionnel? Je n'ai pas compris la question. Là, l'écrase-coussin, c'est vraiment juste un travail de levée de sidération. De toute façon, on ne peut pas faire du fonctionnel dès le début, c'est pas possible. Là, on est entre J0 et J15 post-opératoire. L'intérêt, c'est vraiment de permettre au patient de réveiller son muscle, pas de faire du fonctionnel. Le transplant n'est pas... Et encore en phase de cicatrisation plusieurs mois après l'opération, à 30 pour faire de la chaîne ouverte ou demander la contraction du néon. Ouais, la question, c'était de dire que de toute façon, la chaîne ouverte, on en fera forcément avant la fin de la cicatrisation. Je suis complètement d'accord. Je n'attends pas la fin de cicatrisation pour faire de la chaîne ouverte.
J'attends juste que si c'est un tendon rotulien qui a été prélevé, que ça soit supportable au niveau des douleurs. Donc, je me base surtout là-dessus pour commencer à faire de la chaîne ouverte. Ah, pardon, vous avez pas vu, vous voyez pas bien. Hop là. Ok. Donc, je disais le dernier, le dernier objectif sur la phase numéro 1, c'est de travailler sur de l'hypertrophie, ou en tout cas de ne pas perdre trop en volume musculaire. Et ce que j'utilise moi, c'est technique de BFR. Je ne sais pas si ça parle à tout le monde. C'est un principe de travail en occlusion vasculaire, en occlusion partielle pour assurer qu'il ne faut pas de garrot complet. Donc, j'utilise ce genre de bande là qu'on vient mettre à la racine du membre et qui nous permettent en fait de restreindre le flux sanguin au niveau du membre inférieur. Donc, bien sûr, on travaille avec une pompe qui nous donne la pression qu'on met dans la bande. Et on prend le pouls distal pour vérifier qu'on ne fait pas d'occlusion complète, mais bien une occlusion partielle. Et à partir du moment où on travaille comme ça nous permet de faire du travail en hypertrophie avec des charges très très légères. C'est-à-dire qu'à partir de 20% de la charge maximum, on arrive déjà à faire de l'hypertrophie. Donc là, je vous parle de ça parce que sur la phase numéro 1, c'est hyper intéressant de pouvoir commencer à faire ça, de l'hypertrophie sans mettre de charge très lourde parce qu'on ne va pas être délétère pour le genou, on ne va pas créer de douleur et on va limiter en tout cas la perte de volume, voire même on va pouvoir commencer à faire de l'hypertrophie. Je regarde juste parce qu'il y a des discussions à peu près. Ok. Alors, désolé pour ceux à qui j'ai pas. Alors, quelle durée de la compression? Pour la compression sur le BFR, on peut aller jusqu'à 15 minutes à peu près. Moi, j'utilise sur des temps à peu près de 15 minutes. Et de toute façon, c'est en fonction de ce que supporte le patient, sachant que ce n'est pas une technique qui est très confortable non plus, hein. On va générer un peu de douleur due à la compression, type engourdissement, un petit peu de fourmillement. Il faut que ça soit géré de façon raisonnable par le patient, lui expliquant que cette douleur est normale et qu'elle est due à la compression. Donc, il faut plusieurs jours à peu près d'adaptation pour qu'il soit vraiment à l'aise avec la technique. Mais donc, ce qui est intéressant, c'est de l'utiliser précocement pour avoir cet effet. C'est un effet hormonal en fait, hein, qui permet de sécréter des facteurs de croissance rapidement avec un travail vraiment très sous-maximal. Et donc, ce BFR permet à charge très légère de faire de l'hypertrophie. Et le plus, si vous avez en plus des dynamomètres en même temps, ça vous permet vraiment de contrôler la force qu'ils mettent parce que il faut un certificat de non-contre-indication. Il faut juste avoir fait remplir un questionnaire à ton patient, savoir s'il n'y a pas de problème qui t'interdise l'utilisation du BFR. Mais sinon, à part ça, non, il faut avoir un certificat d'utilisation, surtout avoir fait une formation complète dessus, c'est pas très long. Ok, donc juste donc pour le BFR, ce que je voulais dire, c'est que vous pouvez l'utiliser soit juste isolé comme ça sur des exos où vous savez vraiment que vous êtes dans une cible autour des 20%. En fait, on peut l'utiliser entre 20 et 70% de la charge maximum. Jusqu'à 70%, on considère que ça va être utile de le faire sous BFR parce qu'il va y avoir une augmentation des sécrétions des protéines, des hormones de croissance et donc un travail vraiment sur l'hypertrophie. Donc, si vous avez la possibilité, on le verra après, de calculer la force d'un muscle et donc de travailler sur des exercices très simples entre 20 et 70% de sa capacité, vous êtes sûr de travailler. Que veut dire BFR? Ça veut dire Low Flood Restriction. En français, c'est de l'occlusion ou de la restriction de flux sanguin. Restriction de flux sanguin. Mais BFR, c'est Low Flood Restriction. Donc voilà, si ça vous intéresse, il y a des formations qui sont très bien pour ça. Et donc ça, c'est la troisième chose que j'utilise beaucoup sur la première phase. On va passer maintenant sur la deuxième phase, aussi encore des questions là-dessus.
Donc la phase numéro 2, avec comme grands objectifs principaux, le contrôle moteur et la reprise de force musculaire. Donc dans les objectifs que vous pouvez voir en gris, il y a une extension passive qu'il faut contrôler complètement. On essaie d'avoir une flexion passive autour des 125 degrés. Le stroke test dont on a parlé tout à l'heure, le test de déclenchement intra-articulaire, il faut qu'il soit complètement négatif. Avoir possibilité, ça c'est au cours de cette phase-là, hein, c'est pas dès le début. Un single leg squat, c'est-à-dire un squat une jambe qui soit de bonne qualité. Et pour ensuite tous les autres muscles à une jambe, on estime qu'il faut avoir 85% du contrôle latéral. Ainsi que des tests d'équilibre, yeux ouverts, yeux fermés. Donc on va détailler un peu tous ces tests. Il y a des tests que je fais du coup dès le début de cette phase-là pour avoir un point de départ et qu'ensuite je refais au fur et à mesure, notamment sur l'équilibre bipodal, unipodal qu'on peut faire très précocement dans cette phase-là, s'il y a possibilité par le patient. Au niveau du BFR, tu donnes quel type d'exo? Alors, désolé, je reviens du coup un peu sur le BFR. Les exos que je donne au niveau du BFR, ce qui a été montré actuellement, je peux donner n'importe quel exo. Ça peut être au début juste de la presse à deux jambes à poids très très léger. Donc je mets 10 kg sur ma presse et je demande de faire à deux jambes en essayant de bien contracter la jambe opérée. Et les séries que je fais, c'est les séries de 30 répétitions une fois, puis 15 répétitions, 15 répétitions, 15 répétitions. C'est le 30, 15, 15, 15, donc sur 4 séries, qui a été actuellement le plus écrit dans la littérature, comme le plus efficace sur l'hypertrophie sous BFR. Alors, comment tu calcules la force max post-op du patient avec les contraintes nociceptives? Je la calcule en fait tout simplement avec les dynamomètres. On fait de l'infradouloureux et après on compare surtout avec la force max du côté opposé. Mais de toute façon, on sait qu'on est large vu qu'on peut être entre 20% et 70% de la force max. Donc on a un très grand delta dans lequel on sait qu'on est efficace avec du BFR. Je ne sais pas si j'ai répondu aux questions sur la phase d'avant. Je continue du coup sur cette phase-là. Donc je disais qu'il y a des tests que je vais faire dès le début de cette phase-là, d'autres que je pourrais faire un peu plus tard. Donc on va commencer là sur une petite vidéo que je vais vous montrer. Il faut juste que je partage le son en même temps. Donc la première vidéo que je vais vous montrer, c'est donc sur les tests d'équilibre et aussi les tests de répartition que je fais. Ça peut être à la fois en test et en exercice que ça peut être utilisé. Donc vous allez voir, il y a des plateformes qui sont posées sous les pieds du patient. C'est des plateformes de pression qui calculent en fait la position par rapport à la position du pied, le déplacement du centre de gravité et la pression soit droite-gauche, soit avant-arrière, suivant comment on met la plateforme. Donc je vous montre, ça c'est un test que je fais en début de phase numéro 2 et que je refais quasiment après tout au long de la rééducation pour voir l'évolution. On en discute juste après. Dans cette vidéo, je vais vous montrer une succession de tests d'équilibre et de posture qu'on va pouvoir répéter tout au long de la phase numéro 2, voire au début de la phase numéro 3. Tests pour intérêt de voir la répartition de poids entre la jambe droite et la jambe gauche et l'équilibre sur ces deux jambes. Le premier test, c'est juste un test statique en bipodal, maintenu 20 secondes, complètement relâché. Le patient garde le regard à l'horizontale et essaye de maintenir cette position stable pendant 20 secondes. On analyse ici la répartition de poids entre la jambe droite et la jambe gauche. Le second test est exactement le même, sauf que nous allons analyser la répartition avant-arrière du poids du corps, donc entre la pointe du pied et le talon des deux jambes en même temps. La norme étant autour de 60% du poids du corps sur le talon et 40% du poids du corps sur l'avant du pied. Nous allons comparer le patient à cette norme. Ensuite, nous allons passer à des tests d'équilibre sur une jambe, l'autre jambe étant complètement relâchée, et nous allons regarder le parcours du centre de gravité du patient pendant 20 secondes sur une jambe, que nous allons comparer au parcours
pour effectuer par le centre de gravité du patient sur l'autre jambe. La distance parcourue nous indiquera donc la qualité de la stabilité du patient et nous pourrons ensuite voir son évolution avec le renforcement musculaire et la proprioception effectuée pendant la rééducation. Les autres tests sont des tests dynamiques de répartition. D'abord sur des mouvements de squat où nous choisissons de mettre les plateformes à distance confortable pour le patient et nous allons lui demander sur 20 secondes d'effectuer des squats le plus possible et la tablette va analyser la répartition du poids du corps sur les phases excentriques, concentriques ainsi que la force maximale développée par chaque jambe au long des mouvements de squat. Enfin, le dernier test est un test dynamique toujours, mais cette fois-ci de bridge, donc de pont fessier, où pareil, sur 20 secondes, le patient effectue des ponts fessiers et les plateformes analysent sur phase concentrique statique et sur la force développée par chaque jambe, les ponts fessiers effectués. Les mouvements doivent être de grande amplitude et respecter une cadence élevée. Le résultat de l'ensemble de ces tests nous servira de point de départ pour l'équilibre et la proprioception, ainsi que la répartition entre les deux jambes. Dans notre éducation, nous pourrons voir son évolution au cours du traitement. Ok. Voilà. Je sais pas si vous m'entendez là, du coup, normalement oui. Alors j'ai vu qu'il y avait une question. Non, je ne la vois pas. Ok. Donc voilà, les exercices que j'ai montrés, donc c'est ce que j'appelle test d'équilibre et de répartition que je fais en début de phase 2, suivant si c'est possible ou pas. C'est jambes tendues. Je ne sais pas si tu parles de l'unipodal, je suppose, Bernard. Je me demande si c'est jambes tendues ou fléchies. C'est jambes tendues avec genoux très légèrement déverrouillés, mais pas de jambes fléchies. Donc voilà, et ça, je vais le reproduire au fur et à mesure. Je vais vous montrer maintenant à peu près les résultats que ça donne sur la tablette juste à la fin du test. Hop, normalement, c'est la diapo d'après. Voilà. Ah non, c'est ça. Donc l'évaluation posturale, on voit, c'est la première ligne. Ce qui nous intéresse, c'est surtout la répartition droite-gauche, donc ce qui est marqué distribution. Là, il y a marqué donc 45% à gauche et 53% à droite, 52,9. Donc ça, c'est une valeur à cet instant-là qu'il ne faut pas voir si elle évolue. C'est sa position spontanée, donc on voit que spontanément, elle a un très léger décalage vers la droite par rapport à sa jambe gauche qui est opérée. Deuxième rapport, c'était le rapport avant-arrière. Donc ça, c'est toujours la distribution qu'on regarde. Et on regarde que si ça correspond ou pas à la norme, qui est de 60-40 sur 60 sur le talon et 40 sur la pointe du pied. Toutes les autres données sur chaque ligne, c'est juste la distance parcourue par le centre de gravité pendant le test. Donc ça, j'y apporte un peu moins d'importance. Surtout la distribution sur les deux premiers tests. Parce que quand on est sur du bipodal, on est relativement stable. Donc c'est rare qu'on dépasse les normes sur ces tests-là. À partir du troisième test, donc unipodal sur la jambe gauche, là on commence à avoir un intérêt à regarder le déplacement du centre de gravité ainsi que la distribution. Donc on voit que souvent, dès qu'on passe en unipodal, on met beaucoup plus de poids sur l'avant du pied. Alors, une question. Tac, tac. C'est bizarre, je ne vois pas les nouvelles questions. Je ne sais pas où elles sont. J'ai vu qu'il y avait des questions, mais elles n'apparaissent pas sur mon écran. Je vais regarder sur mon téléphone. Je n'arrive pas à les voir.
Donc, je continue sur. Donc, ça, j'ai expliqué sur le côté gauche, c'est exactement pareil sur le côté droit. Donc, là, on voit qu'elle est au total sur sa surface de déplacement autour des 300, alors que la norme est de 100. Donc, elle la dépasse. Ce n'est pas non plus d'expérience quelque chose d'énorme. C'est assez exigeant là, sur surface 100 mm², c'est vraiment très peu. Donc, généralement, un patient qui a vraiment des soucis au niveau de l'équilibre unipodal, il va dépasser les 1000 mm² de déplacement. Donc là, 200, c'est assez raisonnable, surtout que quand on regarde comparé à la droite, c'est à peu près équivalent. Donc, on ne peut pas dire qu'elle ait vraiment un déficit là-dessus. Par contre, ce que je disais tout à l'heure, c'est que la répartition, donc la distribution là, en unipodal, on voit qu'on va aller charger beaucoup plus l'avant du pied que quand on est en bipodal. Et plus on va charger sur l'avant du pied, c'est-à-dire que plus on a utilisé l'avant du pied pour se rééquilibrer. Donc, on voit là que sur sa jambe droite, elle a utilisé un peu plus. Bon, c'est pas non plus très significatif. Et voilà, ça nous donne une indication là-dessus. Et là, les deux tests qu'on n'a pas encore vus, là, les deux résultats qu'on n'a pas encore vus. Donc, sur l'analyse de squat et l'analyse de pont fessier, pareil, on a une distribution droite-gauche sur du statique, enfin sur le global, sur la phase excentrique et sur la phase concentrique. Donc, on peut voir là ici la répartition entre les deux jambes. Je crois que j'ai dit une bêtise tout à l'heure, elle est opérée à droite, hein, elle n'est pas opérée à gauche. Donc, sur le test statique, là, elle appuyait tout à l'heure plus sur sa jambe opérée que sur sa jambe saine. C'est ça, parce que c'est ça. Ouais, elle opère à droite. Donc là, on voit que globalement, que ce soit sur le concentrique, l'excentrique ou sur la distribution globale, dès qu'elle est sur du mouvement dynamique, c'est la jambe gauche qui prend le relais. Et à peu près équivalent sur squat et pont fessier. Donc voilà pour les résultats de ces tests-là. Donc, je ne vais pas vous détailler tous les exercices que je peux faire pendant cette phase numéro 2. Si on revient sur le tableau, c'est une phase qui est assez longue hein, parce qu'elle va de J15 à J110. Donc, ça va jusqu'au 4e mois, 5e mois. Il y a énormément de choses à faire dans cette phase-là. Je vais juste vous montrer là quelques exercices que j'utilise du coup, notamment avec le biofeedback. Une nouvelle question qui est apparue. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas. Peut-être qu'il faut que j'en supprime pour qu'elle apparaisse. Alors, excusez-moi 2 secondes, j'essaie de gérer les questions. Essayez peut-être de me les envoyer en conversation, parce que là, je ne vois pas les nouvelles questions. Je suis désolé. Ah, si, ça y est, je crois. L'appui monopodal du genou légèrement fléchi comparatif me semble nécessaire. Ouais, c'est ce qu'on fait. On fait les deux côtés, Bernard, au niveau du monopodal. Je ne sais pas si tu as vu sur la vidéo et sur les tests, mais on fait les deux côtés. Ok, donc je voulais vous montrer quelques petits exercices que j'utilise pendant la phase numéro 2, avec notamment du coup, un retour biofeedback avec les capteurs. Il y a différentes possibilités. Vous allez voir, là, j'en ai montré 3 différentes. Donc la première que je vais vous montrer, c'est juste là sur un travail des adducteurs, parce que c'est un muscle qui est important à solliciter pendant cette éducation. Et là, je donne des objectifs de force sur les exercices à mes patients, et donc je vérifie qu'ils progressent bien et qu'il y a cette force-là qui est atteinte à chaque exercice. Donc là, sur un exercice de serrage sur les adducteurs, en répétition. Deuxième exercice, là je donne un objectif de poids, j'ai accroché le dynamomètre, c'est un dynamomètre à mousqueton que j'ai accroché en haut de TRX, et là c'est sur du gainage sur les ischios, pour varier un petit peu les exercices, et je lui demande d'atteindre un certain poids dans ses jambes, donc plus il se penche, plus ça va lui mettre du poids dans ses jambes, et je lui demande d'essayer de le maintenir sur 30 secondes, là on voit qu'il doit rester dans la zone verte, et cette zone verte elle est déterminée en fonction de sa zone de non-douleur en statique, et on essaie de la faire progresser séance après séance, je donne des objectifs de plus en plus hauts, pour travailler sur du statique. Ça, c'est utilisé beaucoup, enfin, moi, j'utilise beaucoup sur les opérations des ischios, donc avec des IDT, DD4, pour travailler sur de l'infradouloureux et de l'antalgique, parce que le statique et antalgique, sur ces opérations-là, sur les ischios. Et là, pareil, ischio-jambier, plutôt en dynamique,
sur une phase concentrique en chaîne ouverte avec une résistance distale. Donc, voilà, sur 3 exercices un peu typiques sur différents modes de contraction que je peux utiliser là. Donc, on voit qu'à chaque répétition est comptée. Le dynamomètre, je ne sais pas si vous avez vu où il était. Il est accroché là au bout de la jambe. C'est la partie orange et noire qui est là. Et donc, ça calcule la force de traction que le patient met sur l'élastique pendant l'exercice. Et donc, pareil, je peux lui mettre des exercices plus ou moins résistants, se demander de se décaler de plus en plus du point d'accroche et gérer la charge qu'elle a sur le mouvement avec une progression, vu que j'ai un retour de la tension qui est mise dans l'élastique avec le dynamomètre. Voilà pour différents exercices que je peux utiliser. Donc, bien sûr, si on veut rentrer dans les détails de cette phase-là, le principal travail va être donc la force et le contrôle moteur, sachant qu'il va y avoir 2 rythmes différents. Un rythme sur tous les muscles qui n'ont pas été prélevés pendant l'opération et un rythme plus lié à la cicatrisation musculaire du muscle qui a été prélevé sur celui qui a été prélevé. Donc, le muscle quadriceps qui va avoir un traitement particulier sur une opération KJ et les muscles ischio-jambiers, traitement particulier sur le DIDT, avec une quantification de la charge et une gestion par rapport à la cicatrisation et à la douleur du patient qui sera plus importante. Donc, une progression un peu plus lente et beaucoup plus contrôlée. C'est ce type d'outil qui permet justement pour moi d'avoir un contrôle de la charge progressive plus important sur ces muscles qui sont à la fois amyotrophiés mais aussi en cicatrisation. Voilà pour les différents exercices. Et dans cette phase, je commence aussi à faire des tests de force, notamment vers le milieu, fin de phase 2, à partir de 2 mois et demi à peu près, quand les muscles sont devenus un peu plus forts, qu'ils ont commencé à récupérer, et notamment quand je m'approche de la phase où je vais commencer à recourir. Donc, ces tests-là, je vais vous les montrer en vidéo maintenant. Je ne sais pas s'il y a juste des questions sur les exercices qui ont été montrés juste avant. Ah voilà, ça y est, les questions sont apparues. J'ai un patient, alors j'ai Thibaut qui me demande, j'ai un patient opéré du LCA qui garde un PSAM à 5 degrés à 1 mois post-op, je fais des mobilisations passives forcées, je force un en série de 10 secondes. Que nous conseilles-tu pour vaincre ce flessum? Bah, les flessums, il faut surtout trouver la cause. Il y a plein de causes différentes de problèmes de flessum. Souvent, c'est multifactoriel. Je sais que ce qu'on néglige souvent, c'est les adhérences au niveau fascia et nerf sciatique. Ça marche pas mal pour libérer sur les flessums, mais après, ça peut aussi être lié à l'inflammation et à la raideur capsulaire. Donc, travail sur la capsule, travail sur les mobilités spécifiques du genou en rotation externe pour gagner sur l'extension. Et après, la posture musculaire que tu peux lui faire lui de son côté aussi, sur les gastrocnémiens, sur les ischio-jambiers. Il y a plein de différentes choses à faire que tu peux travailler, Thibaut. Hop. Je ne sais pas pourquoi toutes vos questions ne se mettent pas du tout dans l'ordre sur mon truc, donc je suis un peu perdu. Je vais juste supprimer toutes les questions que j'ai déjà répondues, comme ça je verrai vos nouvelles questions, je pense. Donc là, je vais vous montrer les tests de force sur la vidéo que je fais. L'objectif étant de déterminer des déficits à un instant T pour orienter un peu ma programmation de renforcement musculaire si je dois cibler sur certains muscles par rapport à d'autres. Ça rassure souvent aussi le patient quand il voit l'évolution au fur et à mesure. Ça équivaut pas à un test d'isocynétisme, mais ça peut être fait plus précocement qu'un test d'isocynétisme, et tout le monde n'a pas accès à un test d'isocynétisme. Donc c'est du test statique. Par contre, rien ne vous empêche de multiplier les tests en différents angles si ça vous intéresse ou si vous avez envie. Là, je vous les montre forcément dans un seul angle parce que je ne vais pas tout vous montrer. Mais vous pouvez faire de l'isométrique dans plein d'amplitudes différentes. Donc, je vous lance la vidéo.
Dans cette vidéo, je vous montre un enchaînement de tests de force musculaire que j'utilise pendant la phase 2 d'une rééducation des ligaments croisés. Donc il y aura ici 4 tests, un test mollet, un test adducteur, un test ischio et un test quadriceps. Je me suis permis d'accélérer la phase de mise en place, ici pour le test du solaire. Et après, je vais vous laisser avec le son du coup en live, en direct pendant l'exécution du test d'un côté. On passera à l'exécution du test sur la jambe contralatérale et on enchaînera sur le test suivant. Tous les tests sont des tests de force maximale répétés 3 fois 6 secondes par côté. Allez, plus fort, allez, pousse, encore, allez, Allez, tu pousses, fort, allez, pousse, encore, lâche pas, allez. 2 minutes, Allez, pousse fort. Allez, jusqu'au bout, allez, lâche pas. Une fois le test de solaire effectué, je passe au test de serrage des adducteurs. Ici, j'ai choisi de tester vraiment la force de serrage des 2 adducteurs en même temps et pas de faire des 2 côtés. Donc je demande à la patiente de venir écraser mes avant-bras le plus fort possible, toujours 3 fois 6 répétitions. Le troisième test est un test de force maximale du quadriceps en statique à 60 degrés de flexion. Je l'effectue donc en position assise. La patiente a le droit de se tenir à la table. Elle est sanglée avec un petit scratch au niveau de la cheville, juste au-dessus des malléoles. Et c'est toujours 3 fois 6 secondes. Et alors on va faire le côté gauche d'abord, puis le côté droit. Allez, encore, pousse, fort, allez, encore. Il reste un petit peu, 30 secondes. On fait le travail sur les ischios. Allez, encore, pousse, fort, allez. Et voilà. Allez, plus, allez, voilà. Allez, vas-y, encore. Et voilà. Un peu plus fort. 22. Alors, c'est sur le côté. Une fois l'autre côté effectué pour le quadriceps, je passe au 4e test, le test de force en statique des ischio-jambiers, toujours à 60 degrés de flexion, en commençant par le côté gauche puis le côté droit, 3 fois 6 secondes de contraction maximale. L'important, comme pour tous les autres tests, est d'avoir des points fixes et des angles constants pour refaire le test à l'identique et pouvoir comparer les valeurs. Pour éviter les compensations, sur ce test d'ischio-jambier, je vais en plus sangler le bassin à la table pour éviter toute élévation du bassin qui pourrait fausser les résultats du test.
2. Tombez. 4, 2, 1. Allez. 3. Allez, tire. Fort. Encore. Et relâche. 1. Et le 4. Le dernier. C'est bon. 3, 2, 1. Et top. Allez, fort. Encore. Allez, plus. Lâche pas. Encore 2, 1. Et relâche. On prend 30 secondes, tranquille. Et là, on repart ça. 1, 2, 3. Voilà. T'es prête? Je te sors le. Une fois ces 4 tests effectués, ce qui me prend une dizaine de minutes, je peux tout de suite avoir un résultat à donner au patient qui me permettra d'adapter mes séances et de donner des objectifs de récupération musculaire que je pourrai ensuite retester au cours de ma rééducation. Ok, voilà. Donc j'ai vu qu'il y avait quelques questions. Je vais d'abord passer sur l'analyse des résultats. Ensuite, je reviendrai sur les questions. Donc ça vous donne un résumé de ce type-là que vous pouvez avoir dès que vous avez fini votre test. Là, je l'ai appelé test d'entrée parce que c'est le test que je fais au début de rééducation dès que je peux faire les tests de force. Donc vous avez en force max une force moyenne qui est donnée, et puis un déficit qui est calculé. Donc, sur le premier test, qui était un test axé plutôt solaire, on retrouve là 13,7% de déficit du côté droit par rapport au côté gauche. Le force de serrage des adducteurs cherche plutôt à savoir si ça déclenche de la douleur ou pas pour prévenir toute apparition de douleur au niveau du pubis, type pubalgie. Et puis, je vais voir s'il y a une évolution de force ensuite sur la rééducation. Test de quadriceps, forcément, sur ceux qui ont eu une aplasie au niveau du tendon rotulien, c'est là où ça va pêcher le plus. C'était le cas pour elle. Donc, on peut voir qu'elle a 47,3% de déficit. Alors, il faut le modérer quand le test crée de la douleur. Et c'est pas une force maximale, mais c'est la force maximale infradouloureuse qui est calculée. Donc, ça n'empêche pas d'avoir une donnée de force maximale infradouloureuse à ce moment-là. Et de voir si elle augmente au fur et à mesure, c'est-à-dire si le patient peut mettre de plus en plus de force sans être douloureux. Si c'est pas douloureux du tout, on fait évoluer la force maximale au fur et à mesure de la rééducation. Et pareil pour les ischio-jambiers, ici elle avait 23% de déficit. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est d'utiliser les ratios statiques qui sont moins fiables que forcément les ratios isocinétiques. Mais on sait qu'en ratio statique, ischio sur quadriceps à même angle, il faut que ça soit entre 0,5 et 0,6 à peu près de quotient. Donc là, on peut voir, si on fait le calcul rapidement, que des deux côtés, donc côté gauche, le côté où elle est sain, elle a une très bonne force au niveau du quadriceps. Par contre, elle a une faiblesse des ischios du côté sain, tandis que du côté opéré, le ratio est plutôt bon. Donc, une fois qu'on aura récupéré le déficit droite par rapport à gauche, je pense qu'il y aura un travail à faire au niveau des ischios pour que son ratio soit meilleur, à confirmer ensuite avec un test isocinétique, bien évidemment, dès qu'elle pourra le faire. Je vais regarder juste les questions pour pouvoir y répondre. Alors, sur le test du solaire, aucune compensation des fléchisseurs de hanche, ça n'aurait pas été mieux de le faire debout, question de Nordo. Alors, j'ai réfléchi longtemps à la meilleure façon de le faire. Moi, j'ai choisi celle-là parce que, je ne sais pas si vous avez vu, je mets le pied sur une petite barre pour empêcher déjà au patient de se servir de ses fléchisseurs des orteils. Donc, je vais retirer les fléchisseurs des orteils comme ça. Ensuite, j'ai choisi de tester le solaire parce que c'était le muscle le plus puissant. Donc, j'ai mis en flexion de genou pour pas que les gastro travaillent. Et ensuite, dans la position de hanche très fléchie, les fléchisseurs de hanche sont vraiment en capacité active de générer beaucoup de force. Et franchement, quand on voit ce que développe le solaire en puissance, je pense que c'est très négligeable la force que peut faire le fléchisseur de hanche. Et en plus, je demande au patient, je fais attention à ce que le patient ne décolle pas la cuisse. Donc forcément, c'est pas un test parfait. Mais bon, il n'en existe pas. Et si j'étais debout, j'aurais eu déjà un problème d'équilibre.
pour le patient. J'aurais eu un problème de fixation parce que je ne sais pas comment j'aurais pu le mettre et que le patient était beaucoup plus instable. Et en plus, il se serait servi de ses orteils. Donc, j'ai choisi de le faire comme ça. Après, chacun fait comme il veut. C'est l'avantage de ce genre d'outil, c'est que chacun peut créer ses tests. Ce qui est important, c'est d'avoir une évolution et que ce soit reproductible. Je vais revenir après sur, j'ai fait une petite diapo sur comment choisir les tests, mais chacun peut choisir ses propres tests. Bon, j'ai fait ça comme ça, après chacun fait ce qu'il veut. Sur le test du quadriceps, il faut que la plastide soit solide. Bah, voilà ce que j'ai dit tout à l'heure. La plastide, de toute façon, on va pas se mentir, elle ne va pas péter sur un mouvement de travail d'extension comme ça. Et s'il y a une douleur, bah, on fait un travail infradouloureux. Mais de toute façon, il faut bien recommencer par quelque chose. Donc, je le fais comme ça en tout cas. Tac, dernier. Alors, les ischios, après un DIDT, bah, non, finalement, il va falloir les faire travailler à un moment donné. Donc, si on hésite trop longtemps, on finit par avoir un déficit qui s'entretient. Il faut bien commencer par les travailler. Donc, encore une fois, ça reste un test infradouloureux dans un premier temps s'il y a une douleur. Et puis derrière, au fur et à mesure, à force de le répéter, c'est comme ça que le corps s'adapte et que le muscle se renforce et qu'il va pouvoir ensuite travailler sans douleur. Donc, au contraire, moi, quand il y a une douleur, je n'hésite pas à le faire très régulièrement pour qu'il y ait une adaptation tissulaire à ce niveau-là. J'espère que j'ai répondu à toutes ces questions. Hop. N'hésitez pas à me dire, je vais juste revenir du coup sur la diapo de décision pour les décisions de test. Les 60 degrés sur les quadriceps, c'est pour soulager le LCA. Non, c'est juste que c'est une position dans laquelle c'est assez facile de mettre le patient. Et effectivement, il y a un peu moins de contraintes sur le genou dans cette position-là. Donc, j'ai préféré la faire comme ça. Après, je fais aussi des tests à 90 degrés et à 45, mais uniquement quand j'ai un gros déficit et que je veux voir si la course complète est déficitaire ou s'il y a un arc douloureux en fait qui crée ce déficit-là. Et puis après, dès que je peux, je fais le test de cinétisme. Pour chaque muscle, c'est juste une évaluation statique où tu mesures le mouvement dynamique. Bah, comme vous avez vu tout à l'heure, je mesure aussi des mouvements dynamiques type squat ou pont fessier avec les plateformes. Et je peux aussi le faire avec des élastiques si je veux. Après, le dynamomètre est un peu moins précis sur la force dynamique, mais on peut aller chercher des exercices avec, si on accroche au lieu d'une sangle rigide un élastique, on peut le faire sur un mouvement dynamique. En règle générale, tu refais combien de fois ces tests? Une question de Laura. En règle générale, je vais les refaire, si c'est un patient que j'ai en centre de rééducation, je vais le refaire toutes les 2 semaines. Généralement, on les garde 6 semaines. Donc, ça fait à l'entrée une fois, à 2 semaines une deuxième fois, à 4 semaines une troisième fois et à la sortie une 4e fois. Donc, 4 fois les tests. Si c'est un patient que j'ai en libéral et que je suis sur l'intégralité de sa rééducation, ça sera à peu près une fois par mois ou plus régulièrement si jamais il y a vraiment un déficit. Mais après, ça, c'est vraiment le test, sachant qu'au milieu de ces tests-là, je fais des exercices où j'utilise aussi les dynamos. Donc, ça m'enregistre les données au fur et à mesure, même si ce n'est pas dans les conditions du test exactement pareil. J'ai aussi une progression sur les différents exercices. Bon, je reviens juste sur mon diapo pour décider comment choisir les tests. Donc, c'est ce que je vous ai expliqué là. Le plus important, c'est que ça soit reproductible, des points fixes, des positions identiques et un protocole déterminé, éventuellement à heure fixe avec un protocole d'échauffement au préalable qui est toujours le même. Il faut que ça soit rapide et que ça soit faisable facilement. Parce que si ça prend 45 minutes à faire le test et que ça bouffe toute la séance à chaque fois, je pense que le patient, au bout d'un moment, il va en avoir marre, même si au final, ça fait travailler quand même de faire le test. Et ensuite, il faut que ça soit utilisable et interprétable. Et ça, je trouve que le fait que ça soit connecté, qu'il y ait une application et qu'on ait tout qui s'enregistre au fur et à mesure, ça rend les choses beaucoup plus facilement utilisables. Hop. Donc ça, c'est le type de graphique plus détaillé qu'on peut avoir sur chaque articulation. Donc là, par exemple, pour un quadriceps, ça c'était un quadriceps à 60 degrés. Si on va voir en détail les résultats du test, avec les 3 répétitions que j'ai fait à gauche et à droite, on a la force max. Là, c'est calculé sur la force max. Moi, je préfère regarder les ratios sur les forces moyennes que sur les forces max, parce qu'il arrive des fois que les patients fassent un pic, mais que ça ne soit pas représentatif de la force moyenne.
Donc là, je fais la sur la force max parce que j'avais que ça en rayon comme photo, mais j'utilise plutôt la force moyenne sinon pour comparer le déficit. Donc là, 49% de déficit parce qu'il a fait 15,3 kg à gauche et 7,7 à droite. Et on voit que c'était constant sur les 3 répétitions. Ensuite, je vais vous montrer sur l'évolution ce que ça peut donner. Donc là, c'était sur les ischio-jambiers avec des tests refaits à peu près toutes les 4, 5 ou 6 jours. Bon, là, c'était sur un patient où il y avait eu un test avant blessure. En début de saison, c'était un athlète. Donc, on fait des tests de début de saison pour avoir des valeurs de référence. Donc, on voit que par rapport à la valeur de référence, il y a une chute de 35 kg. Et puis ensuite, au cours de la rééducation, la force qu'il arrivait à mettre en infradouloureux, puis en test maximum des ischio-jambiers. Voilà le type de. Encore une fois, là, c'était. Vous voyez en haut, il y a plusieurs onglets. Vous pouvez voir l'évolution de la force max, de la force moyenne et du succès si vous lui donnez, une cible particulière à atteindre. Alors, ensuite, on arrive à la dernière phase. Donc la phase 3 et 4, à partir, si je ne dis pas de bêtises, si on revient, c'est à partir du 5e mois. Donc phase course, agilité, saut, non, 4e mois, excusez-moi, avec des objectifs, donc je ne sais pas si vous connaissez les différents tests, mais le single leg hop test, c'est un saut unipodal en distance, vous verrez tout à l'heure, je l'ai mis en vidéo. Le crossover hop test, c'est un enchaînement de 3 sauts en croisant une ligne de 15 cm de large. Tout ça, il faut que ce soit équivalent à 90% du côté contralatéral. Voilà, single leg press 1,8 de poids du corps. Et j'ai oublié le nom de l'abréviation. Le SEBT, c'est le test en Y, où vous êtes sur une ligne et vous devez aller repousser un petit objet le plus loin possible en faisant une fente en l'emmenant vers l'extérieur puis vers l'intérieur, que ce soit égal à 95% du côté contralatéral. Donc ça, c'est plutôt un test de contrôle moteur, de stabilité et d'amplitude maximale de genou. Donc ce dont je vais vous parler là sur cette phase-là, c'est la possibilité de faire des analyses de saut, notamment sur l'explosivité, l'amplitude, parce que c'est des qualités musculaires qu'on va rechercher à ce moment-là. Normalement, la force, on continue de la travailler, mais ça devrait être la fin du retour de la force, et on commence à travailler sur l'explosivité. Donc l'analyse de saut, c'est un repère assez important sur l'explosivité. Donc on peut faire de l'analyse de saut avec des dynamomètres. Les dynamomètres, les plates, là, ceux qu'on avait utilisés sur les tests d'équilibre et de stabilité au début. On peut les utiliser en analyse de saut. Donc, je vais vous montrer ça maintenant. Je vais prendre la main avec la tablette. Je vais mettre ma lumière aussi. Hop. Donc là, vous allez voir, j'ai posé au sol du coup les plateformes plates qui servent du coup à capter le poids de mon corps, la force que je vais exercer dessus, le temps de suspension que je vais avoir et la qualité de répartition sur mon impulsion et sur ma réception. Donc, je vais vous filmer juste l'exercice que je fais en direct. C'est juste un travail de saut sur une répétition. Je ne sais pas si j'ai assez de recul pour que vous me voyez en entier, j'ai l'impression que si. Hop. Donc là, c'est une analyse juste de saut simple, un saut bipodal où je vais mettre mes mains sur les hanches. Là, je vais pour le coup garder la tablette dans les mains parce que sinon je ne pourrais pas vous montrer en live, mais normalement j'ai les mains sur les hanches et je vais juste faire un saut comme ça le plus haut possible.
Et la tablette va analyser la répartition, l'impulsion et la force, ainsi que, grâce au temps de suspension, la hauteur à laquelle je vais décoller. Okay. Donc là, les tablettes les plateformes sont connectées, elles sont calibrées, elles vont calculer mon poids du corps et ensuite calculer mon temps de suspension. Voilà, je vais effectuer un saut. Impeccable. Et donc on voit là, je ne sais pas si vous voyez l'analyse, hop. Donc on voit que j'ai poussé sur la plateforme hop, avec une répartition de 54% du côté droit et 45% du côté gauche. Donc je me suis plus servi de mon côté droit que de mon côté gauche. J'ai décollé à 26 cm, donc ça nous fait une valeur de l'explosivité globale sur un mouvement fonctionnel. Et si on regarde en détail, ma puissance développée au sol, elle était de 53% à droite, ce qui est en corrélation avec ma force max à droite. Et pareil, j'ai pris plus d'impulsion à droite qu'à gauche, qu'on peut retrouver ensuite sur les courbes. On voit que la courbe bleue est au-dessus de la courbe orange, que ce soit à l'impulsion comme à la réception. Donc voilà pour sur la phase 3 et sur la phase 4, un bon moyen de calculer l'explosivité, de voir la progression et d'estimer si l'équilibre entre les deux jambes est revenu sur des exercices un peu plus explosifs comme ça. Et je vais vous montrer ensuite d'autres exercices que je vais faire pendant cette phase-là, avec notamment de l'évaluation, mais aussi juste du travail de réactivité. On va repasser hop, dessus. Donc on arrive bientôt à la fin, pour ceux qui ont faim. Hop, on était là. Donc, les autres tests que je fais, donc, le single hop test, dont on en a parlé tout à l'heure, le 6 mètres time hop, donc 6 mètres time hop, je calcule le temps et le nombre de sauts qu'ils font pour traverser les 6 mètres en saut unipodal. Le triple saut en distance, sachant que le troisième saut doit être stabilisé. Et le triple saut, mais en croisant une ligne de 15 cm de large. C'est le dernier test que j'utilise sur les tests de saut. Et ensuite, je vais vous montrer une petite vidéo d'exercice que je vais faire pendant cette phase-là. C'est une vidéo évolutive sur des exercices de plus en plus difficiles. Si elle veut bien se lancer. Hop. Dans cette vidéo, je vais vous montrer un ensemble d'exercices de progression sur de la phase réathlétisation. Je sais pas si on peut partager le son avec. Ah si, c'est bon aussi. Je vais vous montrer un ensemble d'exercices de progression sur de la phase réathlétisation, donc sur du travail d'appui, de l'équilibre. Donc c'est juste des exemples pour montrer un peu comment je travaille au centre de rééducation. Non. Allez, redresse-toi. Droite. Gauche. Gauche.
Gauche. Gauche. Droite. Gauche. Ok. Du coup, je sais pas si... Je sais pas si vous avez vu correctement la vidéo ou pas, si ça buguait un petit peu. Alors, j'ai une question là de Armand qui demande s'il y a un maximum de poids pour les plates. Là, même avec le test de la K-Box ou avec des poids sur le dos, j'ai pas. Je faudrais demander à l'équipe de K-Invent qui vont ce produit-là. Je ne sais pas. Je suis pas en tout cas arrivé au maximum de poids, sachant que je fais des sauts dessus. Je pense que ça doit être assez élevé. Mais j'ai pas la réponse à cette question. Désolé Armand. Mais on a de la marge en tout cas. On a de la marge là-dessus. Donc voilà, c'était, je ne sais pas si la vidéo est passée correctement ou pas à vos écrans, mais c'était pour vous montrer des petits exemples de travail de réactivité, d'explosivité, de pliométrie. Il y avait une partie des tests aussi, là, et on a vu un single hop test qui n'était pas réussi d'ailleurs pendant la vidéo. Donc ça, c'est la dernière phase qui donc, est juste avant la reprise d'entraînement. Et après, bah, on a ces critères là de return to sport, le Melbourne test qui est donc un score sur 95 avec une examination clinique, d'amplitude, des tests fonctionnels, dont on a parlé tout à l'heure, des tests de saut, et tous ces tests-là donnent un score qui permet ou non de valider le retour au terrain. On utilise aussi à la clinique des tests isocinétiques. Ah ouais, la vidéo était saccadée, c'est ce dont j'avais l'impression. Je suis désolé, vous pourrez la revoir sur celle-là sur ma chaîne YouTube, il y aura possibilité. Je vais essayer de vous la relancer au pire tout à l'heure. S'il n'y a pas trop de questions là, je peux essayer de la remettre pour voir si ça passe un peu mieux. Je suis désolé qu'elle ait été saccadée. Voilà. Donc on arrive à peu près à la fin de la rééducation. Donc comme je disais, les tests de retour au sport qui après donc, sont validés avec le médical et aussi en fonction du ressenti du patient, évidemment, qui se sent ou pas prêt à revenir au sport. On essaie de se rapprocher dans la fin de rééducation du plus possible de l'activité sportive qui va être pratiquée. Moi, j'ai l'habitude de travailler beaucoup avec des rugbyman, donc on fait beaucoup de retour de contact, de passage au sol, de choses comme ça, avec des impacts pour préparer au retour à l'entraînement. Donc voilà pour le webinaire d'aujourd'hui. J'ai fini de dérouler tout ce que j'avais à dire. J'ai juste quelques diapos derrière pour vous présenter le matériel un peu que j'ai utilisé, pour ceux que ça intéresse, et aussi des petites spécificités sur les tests sur lesquels il faut faire attention, notamment le fait qu'il faut bien essayer d'être orthogonal par rapport à la force sur les différents tests, ou au moins si vous avez choisi une certaine orientation, il faut essayer de la respecter parce que ça change vachement les données que le dynamomètre va recevoir. Si vous ne respectez pas bien la force de pression et l'axe que vous utilisez sur cette diapo-là. Après, voilà, les deux que j'ai utilisés sur les tests de force que vous avez vu à l'écran, c'est celui-là, le muscle controller qu'on tient à la main. J'ai fait les adducteurs avec celui-là. Donc c'est un dynamo qui prend la pression, alors que l'autre, quand il était attaché, c'est un dynamo qui prend la traction. Donc on peut accrocher à des points fixes avec des mousquetons, des sangles et des élastiques. Ça, c'est les deux dynamomètres que j'ai utilisés tout à l'heure pour la force. Voilà, donc possibilité en rééducation d'affiner un petit peu sur la quantification de la charge, le contrôle moteur et des objectifs de cible pour les patients.
grâce à ces outils-là. Après, ce n'est pas ces outils-là qui vont faire votre rééducation. Il faut évidemment la planifier correctement, respecter les phases, avoir des objectifs bien précis avec le patient et travailler donc, dans cet axe-là. Mais c'est des bons outils pour accompagner et varier et avoir de la quantification et des tests un peu plus non opérateur dépendants et un peu plus quantitatifs et moins subjectifs pour l'évolution de votre patient. Voilà, j'espère que ça a été pour vous. N'hésitez pas à me poser des questions maintenant. Hop. Et puis, je vous souhaite sinon une bonne soirée pour ceux qui n'ont pas de questions. Alors, je vais regarder. Alors, le délai de sécurité avant d'attaquer le travail en proprio dans le post-op LCA. Il n'y a pas de délai de sécurité. La proprio, ça peut être commencé tout de suite. Si vous le faites à deux jambes, le tout, c'est d'être progressif. C'est Thibaut qui me posait cette question-là. Quel est le délai de sécurité? Pour moi, la proprio, c'est dès le jour post-opératoire, juste déjà se tenir debout à deux pieds, essayer de faire du transfert de poids. Ça commence déjà à être de la proprio. Après, si tu parles en unipodal sur un plan instable, forcément, il faut attendre qu'il y ait une certaine contraction du quadriceps qui stabilise le genou. Mais sinon, ok, le contrôler pour les... Alors, j'ai une question de Bernard. Ok, le contrôler pour les ischios, surtout en début de lésion musculaire. Alors, je ne sais pas si c'est une question, en fait, Bernard. C'est peut-être une réponse à quelque chose que j'ai donné. Quand peut-il reprendre la course à pied et sur combien de distance? Alors, le retour de course à pied, moi, je me base surtout sur la capacité à faire des squats une jambe sans déformation de la jambe, donc en contrôlant bien l'axe, sur une distance du hop test, single hop test, qui soit supérieure à 70% du contrôle latéral, et la force à peu près 80%. Et donc, je fais des programmes de reprise de course que j'ai piqué à la clinique du coureur. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent la clinique du coureur, c'est des formations pour les kinés spécialisés dans la course à pied. Et donc, ils partent sur des reprises de course sur 1 minute de course alternée avec 1 minute de marche. Et leur première séance, je crois qu'elle fait juste 3 fois 1 minute de course, 1 minute de marche. Donc, généralement, je le fais au cabinet sur tapis. Et ensuite, ils progressent très tranquillement sur le nombre de fois qu'ils font 1 minute de course, 1 minute de marche. Donc, pour ta question, Catherine, là, sur quand peut-il reprendre la course, généralement, quand tout se passe bien, c'est autour du 3e mois. Et par des programmes, j'appelle ça plutôt moi des programmes de renforcement des muscles de la course à pied, plutôt que vraiment de la course à pied, parce que c'est vraiment une transition vers du renforcement du mollet, des ischios du quadri sur un schéma de course à pied, mais sur des temps très courts, d'1 minute de course alternée avec 1 minute de marche, et on progresse en fonction des sensations et des symptômes. Jordan Cohen. Je t'enverrai l'adresse pour. Il me demande où est-ce que j'ai acheté mon t-shirt. Je t'enverrai l'adresse. Mais il faudra que tu prennes quelques tailles au-dessus, je pense, Jordan. Alors, tenez-vous compte de la position d'origine de la lésion ligamentaire pour vos tests en monopodal. La position d'origine de la lésion ligamentaire. Je n'ai pas compris non plus, excuse-moi Bernard, j'ai l'impression que je ne comprends pas ta question. Tenez-vous compte de la position d'origine de la lésion ligamentaire pour vos tests monopodal. Non, je suis désolé, je n'ai pas compris ta question, Bernard. Reformule ou j'ai pas compris. J'ai quelqu'un qui me demande quand la clinique réouvre. Elle a rouvert déjà la clinique. Pas tous les services encore, mais c'est rouvert. Alors, Abdelghani, tu me demandes si on n'arrive pas à réduire le flessum, le patient qui a peur de la douleur, contraction réflexe de défense, les tests peuvent être fiables malgré cette situation. Tous les tests qui sont dans l'amplitude dans lequel il est, oui, il n'y a pas de souci. Après, de toute façon, tu ne pourras pas faire des tests. Si c'est des tests que tu voulais faire dans sa position de flessum, c'est plus compliqué. Mais avoir un flessum non réductible pour l'instant n'empêche pas de progresser sur de la force musculaire. Après, ça doit rester quand même ta priorité, mais des fois, il y a des flessums sur des syndromes style capsulite du genou qui sont très longs
à revenir. Souvent, moi j'ai eu des patients qui ont eu des mauvaises expériences post-opératoires et qui ont dû faire des arthrodistensions ensuite de leur genou. Donc ça arrive, ou des libérations capsulaires au bloc. Non, alors Bernard, tu me demandes VFL ou VRL. Non, je ne prends pas en compte ce facteur-là. Je suis pas vraiment, je suis pas au fait sur cette donnée-là, mais je suis preneur. Si tu peux m'expliquer, on verra en privé si tu peux m'expliquer plus précisément en quoi ça consiste, mais non, je suis pas, je le prends pas en compte parce que je sais pas ce que c'est. Enfin, je vois pas en quoi, je vois pas comment je pourrais le prendre en compte. Donc, tu pourras m'expliquer ça avec plaisir. Je suis preneur de toute information supplémentaire. Ok. Donc, il me répond que ça change pour la proprio si la lésion a été en rotation médiale ou en rotation latérale. Tu parles vraiment donc de la lésion initiale, si le genou est parti en rotation médiale ou latérale. Ok. Écoute, j'ai une question de Jean-François qui me demande si j'ai dégagé des corrélations entre les résultats des mesures et les tests isocinétiques. Alors oui, quand il y a des gros déficits, ça se retrouve quasiment dans les mêmes ratios. J'ai pas un retour d'une centaine de patients, là, je te parle d'une dizaine de patients pour l'instant, parce que j'utilise ce matériel-là que depuis le début de l'année, mais pas au pourcentage près par contre. Et après, il y a des profils où forcément sur des exercices d'endurance ou de vitesse, ce sera plus ou moins marqué, mais globalement, il y a une corrélation plutôt proche entre le statique et les cinétiques. Par contre, les ratios ne sont pas calculés de la même façon, comme je l'expliquais tout à l'heure. Donc, il faut être attentif là-dessus et pas hésiter à faire les tests statiques dans plusieurs positions. Lors d'une récidive, j'ai une question de Claire, lors d'une récidive de rupture du ligament croisé antérieur, changes-tu les tests et les phases ou le timing? Merci beaucoup. Alors, lors d'une récidive, je vais être plus attentif, ouais, effectivement, parce que souvent le corps va un peu moins bien réagir à la seconde opération, même si c'est pas une généralité, il y a des gens qui réagissent très bien. Et puis, c'est pas rare qu'ils aient aussi gardé des déficits de l'opération antérieure. Donc, les timings peuvent changer, c'est pas une fatalité. Et puis, de toute façon, j'ai tous mes tests qu'on a décrits depuis tout à l'heure. Certains que j'ai montrés, d'autres qui étaient sur la diapo, qui me permettent du coup d'être rassuré là-dessus et d'être plutôt objectif sur mon passage de phase en phase. Lorsqu'il y a aussi, alors Catherine qui me demande, lorsqu'il y a aussi le LLI d'opérer, en plus du ligament croisé, cela ne manque-t-il pas la durée des phases? Tout dépend de la. Bon, si c'est un LLI opéré, si ça va augmenter la durée des phases. Là, on est sur un croisé simple. Il n'y a pas de ménisque, pas de LLI. Donc, forcément, s'il y a un ménisque qui est suturé, par exemple, on perd un peu du temps sur la phase de reprise d'appui au début. Des fois, ça se rattrape au fur et à mesure. Et pareil pour le LLI, on va perdre un peu de temps au début, notamment dû à la douleur, aux adhérences qui sont assez importantes au niveau du LLI, qui est très sous-cutané. Donc, c'est possible qu'on perde un peu de temps effectivement là-dessus. On respectera quasiment le même protocole, mais en se fiant toujours aux douleurs et à la réalisation de nos tests qui sera ou non validé. Jean-François qui a une question. As-tu calculé le pourcentage de remise au sport au même niveau après ce type de prise en charge versus protocole sans standard? Non. J'ai pas fait d'études. De toute façon, même si j'avais fait une étude sur mes patients à moi, ça aurait que peu de valeur. Après, moi, je peux te dire que là, sur les patients que j'ai eus, en tout cas à ma connaissance, ils ne sont pas revenus me voir après s'ils ont récidivé, mais je n'ai pas de récidive en tête sur les croisés. Après, encore une fois, là, je suis en centre de rééducation que depuis 1 an, et puis avant, tous les croisés que j'ai vus, c'était que les croisés que j'avais rééduqués au club directement. Donc, c'est un panel après assez restreint là-dessus, pas suffisamment représentatif. Et en plus, c'était des sportifs de haut niveau, donc c'est pas du tout une population cible ou que tu peux considérer comme normale ou moyenne.
Catherine qui a une question. J'ai vu que tu utilises les ventouses. Pour quel objectif et ton avis sur les ventouses? Alors, ouais, j'utilise beaucoup les ventouses pour les problèmes d'adhérence, de vascularisation au niveau des cicatrices, de travail sur les zones cicatricielles principalement, sur les flessomes, sur les problèmes de flexion, sur la mobilisation du cul-de-sac sous-quadriceps. En gros, globalement, sur les adhérences et sur les zones que je veux revasculariser, j'utilise pas mal les ventouses. Eric, fais-tu du travail de contrôle rotatoire? Ouais, j'en fais du travail de contrôle rotatoire. Je commence par plutôt travailler sur du contrôle sans vitesse avec des amplitudes raisonnables, puis après avec vitesse mais pied statique, puis je finis par du travail corrélé entre saut et rotation, avec augmentation à chaque fois de la vitesse, de l'amplitude et de la charge qui est sur le genou, et puis on finit même par un travail de contrainte rotatoire que le patient ne contrôle pas, notamment sur les sports de contact, comme le rugby, où je vais venir tordre le genou en 1 contre 1 ou des choses comme ça pour préparer du coup à avoir des réflexes de contraction autour de la rotation. Voilà, Eric. Bon, vous n'hésitez pas à me dire si je n'ai pas répondu complètement à vos questions au fur et à mesure. J'appelle ça de la propriométrie. Ouais. Ok. Bernard qui me disait, j'appelle ça de la propriométrie. Jean-François, utilises-tu la pressothérapie dans ta rééducation en début de phase? J'utilise la pressothérapie soit avec du froid sur les phases très inflammatoires, avec le Game Ready, qui fait presso et cryo. Et sinon, j'utilise les bottes de presso quand vraiment on a vraiment très chargé la semaine et que les jambes sont engorgées, pour favoriser le retour veineux et lymphatique. Mais ouais, je l'utilise. Après, c'est pas mon outil de travail principal, mais je l'utilise en complément. Tout à fait. On a des bottes de presso à la clinique et au cabinet. Bon, bah écoutez, je ne sais pas s'il y a encore d'autres questions. Il y en avait déjà pas mal. Sinon, bah, je vous souhaite une bonne soirée. Et puis, bah, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez d'autres questions plus tard, vous n'hésitez pas. Je suis disponible sur mon compte Instagram Kiné Vidéo France ou sur YouTube pour répondre aux questions, ou sur Facebook sur ma page Kiné Vidéo. Merci Jean-François et Astrid, c'est gentil. Alors, encore une question. Pensez-vous que les tests sont réalisables au cabinet vu l'installation requise et le temps nécessaire? Bah justement, c'est des tests qui sont, je pense, réalisables au cabinet parce que, je ne sais pas si tu as vu, j'ai juste besoin d'une table, d'une sangle et d'une tablette avec les dynamos. Donc, une fois que tu as acheté ce matériel-là, l'espace, tu l'as. Le tarif, ça n'a rien à voir avec une machine ISO, par exemple, pour acheter le tout. Et le temps, bah après, le temps, c'est toi qui dois le prendre. Après, tu n'es pas obligé de faire les tests à chaque fois. Tu peux te limiter dans le nombre de tests que tu fais en fonction du temps que tu disposes et le répartir sur plusieurs séances. Mais ouais, moi, là, le test complet avec donc l'équilibre de la proprio sur les jambes, les squats, le pont fessier, les 4 tests de force, ça, le tout, ça me prend 25 minutes. Donc, soit je fais tout en une séance. Après, moi, comme j'ai de l'espace, j'ai l'avantage de pouvoir garder mes patients 1h30 ou 2 heures. Donc, ça leur laisse largement le temps de faire une séance après, de renforcement par exemple. Mais sinon, ça rentre dans une séance de 30 minutes, normale. Avec plaisir, Bernard. Je te laisse pour ce soir et puis on se recontacte avec grand plaisir.
Eh bien, de rien, Abdelghani. J'espère que j'ai répondu à tes questions. Et puis, n'hésitez pas à aller chercher ce type de test parce que vraiment, je trouve que ça change la donne sur la rééducation. On est beaucoup plus confiant sur les objectifs et sur la voie qu'on prend, même si les tests manuels nous donnent déjà beaucoup d'informations. Là, on a des valeurs quantifiables. Et du coup, ça nous permet d'être sûr et de montrer aux patients qu'on est sur la bonne voie. De rien, Eric. Bonne soirée. À bientôt, Catherine. Ah, je n'avais pas vu qu'il y avait des questions dans la conversation. Ah non, c'est juste des remerciements. Bon, écoutez, je vais couper la vidéo. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Vous avez encore 30 secondes si vous voulez poser des questions. Sinon, je vais arrêter. Hop.